Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du Nouvel Esprit Public, à l'orée de laquelle, selon une tradition qui remonte maintenant au début de cette saison, je vous donne des nouvelles de notre campagne de financement participatif qui, comme vous le savez, se tient sur KissKissBankBank. Cette campagne a encore 9 jours devant elle. Elle a atteint 87% de son objectif et il nous reste donc 9 jours pour récolter les euros qui marqueront le succès de notre collecte. C'est peu, direz-vous. C'est peu, peut-être, mais l'image s'impose de ce golfeur dont la balle arrive juste au bord du trou, en fait le tour et puis ressort, ou de cette championne de tennis dont le filet arrête brutalement le chemin vers la victoire, ou encore de ce footballeur dont le tir au but devrait décider de l'avenir de son équipe. J'ose espérer que vous me délivrerez de ces songes funestes, comme on chante chez Lully, et que vous attirerez vers notre campagne les meilleurs de vos amis, car je suis certain que vous y avez déjà contribué. Rendez-vous sur notre site, lenouvelespritpublic.fr. Vous y trouverez tous les moyens de nous soutenir et souvenez-vous, comme je le répète chaque semaine, que toute contribution compte et qu'il n'y a pas de petit soutien. Nous remercions d'ailleurs tous ceux qui nous ont d'ores et déjà soutenus et pour ma part, je remercie Sophie Verrier, Nicolas Bourgoin, Geneviève Charles, Benjamin Fontaine et Pierre Abel. Jean-Louis Bourlange. Eh bien, quant à moi, ma gratitude va à Anne-Marie Chénaud, à Sophie Hutier, à Emmanuel Dalmar, à Pascal Mété et à Paul Victorin. Nicole Niesotto. Alors, je remercie Vincent Piveteau, Benoît Carré, David Robin, Janine Scribe, Ghislain de Brondeau et Jean-Philippe Pasquier. Marc-Olivier Padis. Tous mes remerciements à Claude Deschamps, Léna Julienne, Daniel Pignard, Jean-Damien Nappet et Valérie Maillet. Nicolas Bavrez. Au nom du Nouvel Esprit Public, je remercie pour leur soutien Marc Vallès, Philippe Beignet, Éric Vangrelingue, Serge Boisvert et Rémi Bellavoine. Quelqu'un m'a suggéré que pour avoir des contributions augmentées, nous pourrions proposer à ceux de nos auditeurs qui contribuent de choisir, moyennant un léger supplément, le nom de celui des intervenants du Nouvel Esprit Public qui les remerciera. Nous verrons pour la prochaine campagne de financement. En attendant, je rappelle que nous sommes les partenaires de l'hebdomadaire Le 1. Le numéro du 1 de cette semaine se demande comment faire renaître la gauche. Et ce numéro parle d'un éclatement aux allures de longue débandade. Et pourtant, écrit Le 1, nombreux sont ceux qui espèrent un renouveau profond. Est-ce qu'ils trouveront dans ce numéro des raisons de consolider leur espérance ? Je vous laisse chercher la réponse dans la lecture du 1. Nous allons nous efforcer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, avocat et essayiste, avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, avec Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, et avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Nous commençons par nous intéresser à quelque chose qu'on aurait pu intituler le vide politique entre les extrêmes, où Emmanuel Macron vole au-dessus d'un nid de zombies. Après les démissions plus ou moins inattendu de 2 ministres d'État en moins d'un mois et demi, et alors que le ministère de l'Intérieur est toujours tenu par intérim depuis plus d'une semaine, le président de la République, Emmanuel Macron, et sa majorité se trouvent, pour parodier le poète, à la croisée de chemins montants, sablonneux, malaisés et de tous les côtés au soleil exposé. La semaine écoulée a été marquée par des rumeurs et de vaines agitations autour d'un remaniement qui n'est finalement pas intervenu avant le départ du président de la République à Erevan pour le sommet de la francophonie. Ce remaniement contraint intervient un peu plus d'1 an et demi après la nomination d'Édouard Philippe à Matignon et la constitution d'une équipe gouvernementale marquée par la présence de nombreux techniciens n'ayant jamais exercé de fonction élective et par des élus dont beaucoup n'ont sans doute pas su consacrer aux médias l'attention que ceux-ci estiment leur être due.
La semaine s'est donc passée en supputation, présomption et conjecture sur les intentions du président quant à l'ampleur du remaniement ou sur la question de savoir s'il y a entre le chef de l'État et son Premier ministre des divergences ou des dissonances, des oppositions ou des différences d'appréciation. Que le gouvernement fasse le choix d'un remaniement technique ou d'une refondation, la question se pose des moyens et des talents que le président de la République pourrait mobiliser, alors qu'il réaffirme en toutes occasions sa volonté de poursuivre les réformes sur le rythme le plus soutenu, notamment la réforme de la Constitution, celle des retraites, et tout ceci pendant que le Parlement examine la loi Pacte et le projet de loi de finances. Sur cette question, Nicolas Bavresse. La question qui se pose finalement, c'est de savoir si Emmanuel Macron, après avoir pris acte de la décomposition de la droite et de la gauche de gouvernement, n'est pas en train de détruire la Macronie politique. Le système de pouvoir qu'il a mis en place est un système qui était extrêmement autoritaire, très centralisé, très technocratique aussi, et qui aboutit finalement à ce qui est une vraie crise gouvernementale, mais aussi plus largement une crise de la majorité présidentielle et du parti présidentiel. Donc, c'est me semble-t-il ça, ce qui est important derrière ce psychodrame du remaniement, c'est la crise de la Macronie politique. Derrière, on a toute une série de difficultés qui se présentent. D'abord, la stratégie du en même temps, qui était une stratégie donc dite et de droite et de gauche. Et on voit notamment autour des tensions sur la succession de Gérard Collomb que l'équilibre droite-gauche devient de plus en plus difficile à tenir, et surtout que cette question finalement prend le pas sur le fait d'avoir des responsables compétents pour gérer notamment un problème qui est un problème majeur aujourd'hui en France, qui est le problème de la sécurité. Ce qui est vrai aussi, c'est que les difficultés qui sont apparues en matière de justice, en matière de sécurité intérieure, en matière d'environnement, pointent à un certain nombre d'angles morts du quinquennat sur la dépense publique, les problèmes du régalien, la stratégie en matière d'islam et d'immigration. Donc, premièrement, un problème de stratégie, un problème politique. Deuxièmement, un problème d'efficacité. C'est vrai qu'Emmanuel Macron et son gouvernement ont réalisé des réformes très importantes en matière de marché du travail, en matière de formation, en matière d'éducation, en matière de fiscalité. Mais ces réformes sont prises à revers par le retournement économique. Et pour l'instant, notamment sur le plan économique, les résultats sont minces, voire décevants. La croissance est en train de chuter autour de 1,7, 1,5. Le chômage remonte à 9,2% de la population active. Le déficit commercial reste autour de 65 milliards d'euros. Le déficit public est le pire de la zone euro, 2,8%. Plus que l'Italie, qui ne se fait pas faute d'utiliser l'argument, et la dette publique va tangenter 100% du PIB l'an prochain. Donc derrière, on a une vraie crise de leadership et d'autorité, avec un président, et c'est ça finalement, je crois, le vrai problème politique, un président qui apparaît aujourd'hui complètement isolé. Et sa promenade solitaire le long des quais de Seine en est d'une certaine manière le symbole. Donc, la question qui va se poser aujourd'hui, c'est que ce qui se passe aujourd'hui ne peut pas être sous-estimé parce que c'est un vrai tournant. Si Emmanuel Macron ne parvient pas à apporter un certain nombre de solutions à ces difficultés, son quinquennat risque de ressembler très vite à un chemin de croix, comme l'a été celui de son prédécesseur, dont il a voulu justement prendre le contre-pied. Donc je crois qu'il a une vraie occasion. Pourquoi ? Parce que depuis son élection, en fait, la France a beaucoup changé, l'Europe a beaucoup changé, le monde a beaucoup changé. Il doit donc en tenir compte pour à la fois réajuster sa stratégie et surtout pour accepter le fait qu'un président de la République doit faire de la politique. Je reprendrai l'exemple de 58 où on avait aussi un big bang de la classe politique, mais le général de Gaulle n'était certes pas très aimable envers les partis ou les élus, mais il a immédiatement structuré un parti gaulliste qui lui a permis de faire fonctionner la Ve République. Aujourd'hui, ce pouvoir est un pouvoir qui est fondé sur le vide de la majorité, le vide du parti
parti présidentiel, et c'est extrêmement dangereux. Et donc, le dernier mot, c'est que c'est là-dessus que ça va réussir ou échouer, c'est que je pense que le vrai remaniement, c'est le remaniement du président et de l'Élysée. L'Élysée est profondément dysfonctionnel, avec la volonté de tout absorber. Il faut aujourd'hui accepter de revenir à l'esprit d'origine de la Ve République, accepter de faire de la politique, ce qui suppose d'avoir, y compris à l'Élysée, des gens dont ce soit le métier, et par ailleurs, accepter que pour faire fonctionner la Ve République, le général de Gaulle était un excellent militaire, il y a un niveau stratégique qui est l'Élysée, un niveau opératif qui est le Premier ministre, un niveau tactique qui sont les ministres. Quand on veut supprimer le Premier ministre et les ministres et tout mettre à l'Élysée, eh bien, ça n'a jamais marché. Nicole Niesotto. Oui, alors moi je serais moins sévère et moins négative sur l'analyse du vide politique actuel. Je crois qu'il y a deux lectures possibles de ce vide. Il y a premièrement la première lecture que vous faites, Nicolas, qui est celle de la solitude du marcheur de fond, c'est-à-dire un président qui a épuisé toutes ses cartes parce que simplement, depuis qu'il a été élu, il n'a pas réussi, il n'a peut-être pas voulu créer le vivier qui lui manquait au début de son accession au pouvoir. Il n'a pas de relais dans les territoires, il n'a pas de relais dans les organisations syndicales ou de citoyens, et donc il n'a pas de réserve de ministrable, et il se trouve un peu devant ce vide politique qu'il a lui-même créé en faisant exploser la droite et la gauche. On voit bien aujourd'hui que les gens de gauche pressentis ne se précipitent pas, le centre est déjà pratiquement, tout ce qui pouvait être utile est déjà là, les républicains sont pareil, ceux qui pouvaient être utiles sont déjà là, et donc on voit bien que c'est un président qui est face à ce vide qu'il a lui-même créé en 2017. Donc votre première lecture, elle est possible. Mais c'est pas la seule. Il y a une autre analyse du vide qui est une analyse presque spirituelle, qui est le vide avant la Renaissance. Il y a quelque chose aujourd'hui dans le temps long mis à la refonte de ce gouvernement, quelque chose qui n'est justement pas, comme le disait le président de la République, une péripétie. Je crois qu'au départ, ce qui était une péripétie, il est en train de le transformer en métamorphose profonde de son quinquennat. Et pour une seule raison, je crois qu'il n'est pas en train de faire un remaniement, il est un simple remaniement ministériel, il est en train de faire la mise en œuvre de bataille pour gagner les européennes. Et là, je ne suis pas d'accord. Je crois que sa priorité, ça ne sera plus ni les retraites, ni le plan Pacte, ni l'ensemble des réformes qu'il avait commencées. Il est dans une échéance absolument majeure, qui est dans 5 mois, faire en sorte que Madame Le Pen ne gagne pas les élections en France. Et donc, je pense qu'on peut analyser ce vide, cette retraite, ce silence, cette promenade solitaire, comme une espèce de concentration mitterrandienne, un peu avant la mise en ordre du prochain gouvernement. Et je crois qu'il a intérêt à prendre des gens qui vont gagner la bataille européenne. Je crois que le seul critère aujourd'hui pour la refonte de ce gouvernement, c'est la bataille européenne. Alors moi, je serais ravi que Jean-Louis Bourlange rejoigne ce gouvernement. Non, pas du tout. C'est une affaire pour laquelle nous avons signé un contrat. Mais autrement dit, Jean-Louis Bourlange ne va pas au gouvernement tant que le nouvel esprit public émet toutes les semaines, ou alors il nous y emmène tous. Voilà, ça, c'était mon point chacun a un essentiel. poste régalien. On peut l'analyser comme un vide du pouvoir, comme une défaite de la Macronie, de son système présidentiel. On peut l'analyser aussi comme une deuxième étape, mais quelque chose qui est beaucoup plus qu'une péripétie, contrairement à ce qu'il disait, vraiment comme une révolution dans son mode de gouvernement et dans sa politique. Et bon, c'est un pari que je propose, mais je pense que cette lecture, cette mise en scène qu'il fait maintenant de ce silence, de ce retard, il part en Arménie, montre que ce sera beaucoup plus que le simple rentrée de 4 ou 5 personnalités nouvelles dans ce gouvernement. Alors, de ce point de vue-là, si on adhère à la lecture de Nicole, ça veut dire qu'il crée une attente. Et donc, il faut que le remaniement soit à la hauteur de cette attente. On ne peut pas exclure, effectivement, qu'il y ait un jeu délibéré sur la durée, une manière de faire un peu enrager les commentateurs politiques et les bavards comme nous qui se demandent quand le gouvernement va arriver. Donc, on peut avoir cette lecture. Mais pour rebondir aussi sur ce que disait Nicolas à propos de la crise du macronisme politique, je la relativiserai de deux manières. Je dirais d'abord crise dans un champ politique qui est lui-même relativement affaibli. C'est-à-dire que les autres partis ne se partent pas très bien. On voit bien
bien que Laurent Wauquiez, chez les Républicains, ne parvient pas vraiment à rassembler sa famille ni à trouver un axe politique crédible. Et d'ailleurs, par rapport aux élections européennes que mentionnait Nicole, il aura du mal à dégager une ligne cohérente. Deuxièmement, on voit bien que le Parti socialiste reste peu audible. Le départ d'Emmanuel Morel et de l'aile gauche du Parti socialiste continue à l'affaiblir alors qu'il est déjà pratiquement agonisant. La direction du Parti communiste a été mise pour la première fois de son histoire en minorité par un vote, ce qui est quand même spectaculaire. Et la France insoumise a une rentrée très difficile avec ses difficultés internes de gestion de leurs médias, avec des divisions aussi stratégiques sur la question de l'asile et des réfugiés, où Jean-Luc Mélenchon s'est dissocié du reste de la gauche sur la question de l'accueil des réfugiés. Donc on voit bien que le Big Bang de la scène politique française qui a eu lieu au moment de l'élection présidentielle n'est pas fini. Tout le monde n'a pas retrouvé ses assises. Et donc la France, enfin le parti présidentiel n'est pas en si mauvaise posture dans un paysage qui reste très fragile. Je voudrais, de ce point de vue-là, je ne le fais jamais, mais mentionner une étude que Terra Nova a publiée cette semaine justement sur les adhérents de la France insoumise, qui est une étude de grande ampleur, puisqu'elle a porté sur plus de 8000 adhérents, qui montre qu'il y a une consistance des marcheurs. Nicolas parlait du vide du parti. Non, oui. Pardon, de la République en marche. Excusez-moi pour le lapsus, évidemment. C'est le problème de Terra Nova, cette hésitation éternelle. Donc, pour contredire l'idée de vide du parti présidentiel, il y a une consistance des marcheurs, une consistance idéologique relativement forte, parce que notamment la référence à l'Europe est vraiment centrale pour les marcheurs. Là où c'est un sujet qui divise les autres partis politiques, ça fait vraiment une adhésion très très forte. Et ça reste un atout dans la perspective des élections européennes qui s'approchent. L'idée qu'il faut réparer la France, l'idée que l'éducation et la formation sont des points extrêmement importants. Et donc, tout ça pour dire que le président de la République a encore des ressources. Il a quand même un vrai parti. La difficulté, c'est que personne ne veut s'occuper de ce parti, mais c'est comme les autres partis, en fait. Personne ne veut s'en occuper, personne ne veut être premier secrétaire du PS, personne ne veut... on parle même plus des Verts, etc. Bon, donc ça, c'est un problème, puisqu'on voit bien que Castaner, sans entrer dans le petit jeu du casting, mais on sait que Castaner, donc le président du parti La République En Marche, souhaite devenir ministre de l'Intérieur. Donc ça pose aussi un problème, qui va s'occuper de ce parti. Mais enfin, le président de la République a aussi à sa disposition, disons, les atouts institutionnels que donne la Ve République. Alors c'est vrai que le général de Gaulle avait donné une impulsion, un tempo très particulier à la Ve République, qui fait que, disons, son art du mouvement et la vitesse d'exécution étaient considérés comme consubstantiels à la Ve République. Donc on est un peu déstabilisé par un président qui prend plus son temps. Mais je pense qu'effectivement, il est encore en situation de réorienter, même si je suis d'accord avec ce que disait Nicolas, c'est plus probablement à l'Élysée que se pose le problème, dans un style de gouvernement. Mais on voit bien que l'opposition a du mal à faire exister des critiques politiques intéressantes sur le fond du dossier. C'est-à-dire qu'on n'entend pas les oppositions sur le budget, sur la loi Pacte, sur le plan santé d'Agnès Buzyn, sur le plan pauvreté. Le débat politique ne porte pas sur ces débats de fond où, en fait, la contestation n'est pas très forte. C'est plus sur le style de gouvernement, qui n'est pas une mince affaire non plus, que, disons, la contestation s'opère aujourd'hui. Jean-Louis Bourlanges ? Oui, je crois que on vit une situation qui était extrêmement compliquée à analyser, à traiter, parce que tout le monde est un peu en situation de faiblesse, ce qui est quand même peu satisfaisant en général. Certains sont mauvais et puis d'autres sont bons. Là, il y en a qui sont vraiment mauvais et il y en a d'autres qui sont vraiment empêtrés. Et donc, on voit pas très bien comment ça va évoluer. C'est clair que l'opposition est nulle. Les oppositions sont nulles, il n'y a pas de discours alternatif, ni à droite, ni à gauche. Il y a une exploitation assez facile, parce que le mécontentement et les frustrations du pays sont fortes, sur des situations qui sont peu satisfaisantes, que ce soit en matière économique, en matière d'emploi, en matière de
contrôle, en matière de sécurité, en matière d'écologie, en matière d'immigration, tout ça est ressenti. Il y a un sentiment général de relative impuissance des pouvoirs publics, pas seulement d'ailleurs des pouvoirs publics nationaux, mais d'une façon générale des pouvoirs publics, qui crée un sentiment de mécontentement. Et face à cela, les partis d'opposition ne semblent absolument incapables de tenir un discours qui ne soit pas d'ailleurs, soit un discours démagogique, soit le contraire du discours qu'ils tenaient, que ces forces tenaient quand elles s'apprêtaient à arriver au pouvoir. Donc on est dans une espèce de vide de ce côté-là. En même temps, au cœur de la majorité, je crois, comme le montre l'étude de Terra Nova, qu'il y a une certaine cohérence qui est sous-estimée d'ordinaire, qui est une cohérence centrale ou centriste, enfin au sens le plus large du terme, qu'on définit toujours par les mots classiques de Raymond Barre, libéral, social, européen. On retrouve ces éléments, il y a une aspiration à la libération des entreprises, de l'initiative, à la suppression des réglementations, toute une France impatiente d'agir, qui est très présente au sein de la République en marche. Il y a une exigence sociale très forte, qui se manifeste notamment dans la demande en matière de formation, d'éducation, d'égalité des chances, de rénovation du système d'enseignement primaire, secondaire et supérieur, qui se manifeste également dans des exigences sociétales. Et sur le plan européen, il est clair qu'il y a quelque chose de fort dans cet électorat et dans ce militantisme de République en marche. Mais ce sont des objets qui ont du mal à cristalliser. Je prendrai l'exemple de l'Europe. Vous savez que je suis un militant européen très convaincu, mais je crois que c'est une valise vide d'être pour l'Europe telle qu'on le dit aujourd'hui. Personne ne sait ce que ça signifie concrètement. Est-ce que ça signifie un effort de mobilisation militaire pour affirmer une personnalité de défense? Est-ce que ça signifie une surveillance, un contrôle aux frontières accru, avec les risques de rejet de personnes en migration, ou au contraire une ouverture des frontières? Est-ce que ça signifie une politique économique de caractère relativement restrictive, à l'allemande, ordolibéral, ou est-ce que ça signifie la mise en place d'un système européen relativement keynésien qui organise le cycle d'une manière assez peu orthodoxe au regard des Allemands. Sur le plan institutionnel, quel en est exactement le contenu? Sur le plan politique, tout ça est d'une très grande incertitude renforcée par le fait que nous avons un véritable basculement dans l'incertitude de notre grand partenaire allemand. Donc on a... Bon, alors, ça fait deux choses. Les choses que, par rapport à cette situation, il se passe deux choses. Logiquement, ça produit une internalisation à la majorité de la tension politique. C'est-à-dire que comme l'opposition est disqualifiée et que la gestion actuelle n'est pas entièrement satisfaisante, il y a une polarisation interne. On l'a vu dans le passé. On a vu une polarisation Giscard-Chirac dans les années 70. On a vu une polarisation Chirac-Balladur dans les années 90. Et là, on voit bien, le sondage Odoxa qui vient de paraître montre très clairement une assez forte polarisation entre Macron et Philippe. Philippe qui apparaît comme plus solide qu'Emmanuel Macron. Et là, est-ce que ça signifie quelque chose de comparable aux exemples que j'ai donnés précédemment? Globalement, ça consisterait à dire que la France est à droite, que à la suite de l'affaire Fillon et d'un certain nombre de choses, elle s'est accidentellement rencontrée sur une personnalité de centre-gauche comme Macron, et qu'en revanche, elle a une tendance assez profonde à revenir à droite.
ou est-ce que, au contraire, Philippe n'est pas du tout ce que j'incline plutôt à penser dans une situation de rivalité conquérante par rapport au président de la République. Mais, et je terminerai par là, ce qui reste pour moi quelque chose d'incompréhensible, c'est le comportement actuel du président de la République. Je dis incompréhensible, je ne veux pas le dire négativement ni positivement, je ne comprends pas comment ça marche. Je ne parle pas simplement de l'affaire Benalla, de la gestion curieuse d'un certain nombre de choses, mais la gestion de la crise, du remaniement ministériel, c'est incompréhensible. C'est quand même, quels que soient les problèmes de personnel politique que l'on rencontre, et c'est vrai qu'En Marche est un vivier de gens très peu formés, etc. De toute manière, il va y avoir des décisions à prendre, il y aura un ministre de l'Intérieur, il y aura un certain nombre de changements, on peut prendre, le patron, c'est Emmanuel Macron, il peut prendre ses décisions du jour au lendemain, Monsieur Philippe acceptera évidemment les décisions qui seront prises dès lors qu'elles ne seront pas déraisonnables, et pourquoi elles seraient telle. Donc on a, et à côté de ça, on a une espèce de procrastination, de lenteur, d'hésitation, faite de confidences qui affaiblissent structurellement l'image et l'autorité du président de la République. Et là, je ne sais pas ce qui arrive à Emmanuel Macron. On est presque en présence d'une sorte de mouvement dépressif, de dépression nerveuse, quelque chose, un vide au cœur de l'État qui, là, est quand même très préoccupant pour lui. Il faut absolument qu'il se ressaisisse. Le nouveau souffle, c'est d'abord à l'Élysée qu'il doit souffler. Nicolas Bavrez. 4 brèves remarques. D'abord, je partage vraiment ce qui a été dit. Les dérèglements viennent d'Emmanuel Macron lui-même et de l'Élysée. Et c'est une situation assez singulière. On ne peut pas douter de la loyauté du Premier ministre, à mon avis, mais tout en étant parfaitement loyal, c'est son chef qui est plutôt royal, mais lui étant loyal, il va être crédité de plus de solidité et de plus de responsabilité que le président de la République. Et pour un Premier ministre, c'est une situation qui est extrêmement dangereuse. Donc, je ne crois pas du tout qu'il fasse quoi que ce soit pour alimenter cela, mais on se risque de se retrouver dans cette situation de fait. Deuxième paradoxe, Emmanuel Macron, dans ce vide qu'il a lui-même créé, bénéficie, comme tous ses prédécesseurs, de la solidité extraordinaire des institutions de la Ve République. Mais là encore, il faut qu'il fasse attention parce que le projet de révision qu'il a imaginé est extrêmement dangereux. Il affaiblit encore un peu plus le Parlement, ce qui est vraiment pas nécessaire. Et par ailleurs, l'introduction de la proportionnelle est quand même quelque chose qui, pour le coup, peut introduire de l'instabilité et c'est dangereux. Donc je crois que là encore, puisqu'on fête le 60e anniversaire de cette Constitution, il faut accepter que c'est un régime hybride. Il est, si je puis dire, doublement hybride. Au sein de l'exécutif, on a le président et le Premier ministre, et il faut accepter le Premier ministre avec toutes les fonctions qui lui sont données par la Constitution. Et on a une double légitimité, qui est la légitimité du suffrage pour le président, mais aussi pour le Parlement. On est bien d'accord que le Parlement n'est pas premier, mais il faut accepter son existence. Et tant que ce ne sera pas le cas, cette Ve République version Emmanuel Macron dysfonctionnera. Troisième remarque, l'opposition. Tout le monde, vous avez beaucoup dit qu'il n'y a pas d'opposition. Et je crois que là, on a une erreur de perspective. Pourquoi ? Parce qu'on raisonne toujours entre droite et gauche dites de gouvernement. Et c'est vrai qu'elles sont dans un état extrêmement déliquescent. Oui, déliquescent et médiocre. Mais les vraies oppositions, ce sont le Rassemblement national et la France insoumise. Et je ne partage pas ce qui a été dit. Je pense que la France insoumise, même si ce sont des idées que je ne partage pas, le fait d'avoir une vraie offre politique de repli, protectionnisme, anti-européenne, maintenant hostile à l'immigration et bien étatiste, ça, c'est une offre politique qu'on peut ne pas aimer, mais dont on ne doit pas ignorer qu'elle va être forte. C'est la même que celle du Front National divisée en deux. Et d'où une autre erreur politique d'Emmanuel Macron, qui est qu'il continue à vouloir fracasser la droite et la gauche du gouvernement, mais qui sont déjà fracassés. Et à force de vouloir ne rien avoir entre lui et les extrêmes, il est en train de construire la fortune des extrémistes. Sur l'Europe, c'est vrai que cette élection est extrêmement importante. Ça va être un référendum sur l'immigration, un référendum sur Emmanuel Macron. S'il continue à vouloir le poser en termes progressistes contre nationalistes,
il va perdre. Et il va perdre lourdement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, derrière nationalistes, les gens voient l'Europe des nations, l'Europe des frontières, l'Europe de la sécurité. C'est tout ce qu'ils demandent. L'Europe des progressistes, personne ne sait ce que c'est. Et les progressistes, je rappelle que c'était les compagnons de route de l'Union soviétique dans les années 50. Donc c'est peut-être pas des gens qui ont fait preuve d'une clairvoyance exceptionnelle. Nicole Niesoto ? Oui, rapidement, pour continuer ce que vient de nuancer Nicolas Bavret, je crois que l'opposition est nulle si on parle de l'opposition traditionnelle. Mais en revanche, les extrêmes, et plutôt l'extrême droite, quand on regarde, Marine Le Pen a fait oublier son échec de son dialogue du second tour, elle est présidente du mouvement du Rassemblement national, et en plus, elle a de la chance, parce que cette élection européenne ne la concerne pas elle personnellement, c'était pas elle qui va être au pouvoir, elle est déjà députée européen, mais c'est donc ces idées qui sont portées, et ça c'est beaucoup moins dangereux pour les électeurs nationaux de voter pour des idées que vous votez pour cette femme qui a déçu. Elle a tenu récemment un discours très gaulliste contre Steve Bannon en disant le Front National, c'est quand même la défense de la nation, donc quelque chose qui, moi personnellement, m'a surprise. Et donc on voit bien que la vraie opposition d'Emmanuel Macron, c'est la montée du Front National. Je crois pas que la France... Ce sont les deux. Oui. Les deux. Oui, bien sûr. Mais là, pour les élections européennes, elle talonne La République En Marche dans tous les sondages. Et on se rappelle que le Front National a été le premier parti pour les précédentes élections européennes, avec 25% des suffrages. Donc moi, je crois que la vraie menace, la vraie alternative politique, c'est le Rassemblement national qui la donne. C'est pour ça que je disais tout à l'heure dans mon analyse, si cette retraite d'Emmanuel Macron a un sens, c'est pour essayer de repenser une offre politique qui ne soit pas effectivement le progressisme contre les nationalistes, parce que personne ne comprend ce qu'est le progressisme, en revanche, qui soit la démocratie contre l'autoritarisme. Ça, je crois que les gens comprennent. L'Italie apporte un soutien formidable à Marine Le Pen, Absolument, parce que c'est un parti de gouvernement. Les autres partis de la même facture que le Rassemblement national, s'ils sont au pouvoir ou proches du pouvoir, ou s'ils partagent le pouvoir, ils sont dans des pays, si j'ose dire, exotiques, c'est-à-dire les pays du Nord auxquels on ne s'intéresse que de manière assez distante, ou même jusqu'à l'Autriche, tandis que là, elle peut vraiment arriver avec, et d'ailleurs elle ne s'en prive pas, elle s'en est pas privée cette semaine, avec un parti de gouvernement qui est au gouvernement, et les manifestations d'affection personnelle et politique que le ministre de l'Intérieur italien et Marine Le Pen se sont données cette semaine vont absolument dans ce sens-là. Marc-Olivier Padis. Je voulais juste nuancer sur... Moi, je reste persuadé que Marine Le Pen ne s'est pas complètement remise de son échec à l'élection présidentielle. C'est vraiment pour elle un coup dont elle aura du mal à se relever. Elle a encore du mal. Il y a des gens qui ont quitté le Rassemblement national. C'est plutôt Nicolas Dupont-Aignan qui ramasse la mise de ce côté de l'échiquier politique. Et la France insoumise, Nicolas a montré, disons, une ligne programmatique qui pourrait être assez forte pour la France insoumise, c'est-à-dire effectivement une gauche souverainiste, anti-européenne, protectionniste et anti-immigrée. Mais je crois que c'est difficile pour la France insoumise d'énoncer un choix stratégique aussi clair. Ils n'en sont pas à ce point-là, en particulier sur la question de la gestion de la crise des réfugiés. Ils sont déchirés et donc ils ne sont pas dans une ligne aussi claire et donc ils ne sont pas aussi en force qu'il pourrait le sembler. Jean-Louis Bourlange. Oui, d'abord, il ne faut pas avoir de fausses querelles. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Nicolas sur le fait que la crise de l'opposition, c'est l'opposition traditionnelle des partis, à la fois de LR et des partis socialistes, et que ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas des forces tribuniciennes puissantes et qui peuvent peut-être, on le voit à travers un certain nombre d'exemples, arriver au pouvoir. Donc là, on est bien d'accord là-dessus. Ce que je crois, sur le Front National, moi, j'ai toujours pensé, dans la période précédente, on l'a dit d'innombrables fois ici, que le Front National n'était pas... Il y a eu un problème au moment des européennes, mais que dans l'ensemble, le Front National n'était pas une vraie menace. Je crois que j'ai avoir été l'un des premiers à avoir utilisé l'expression « plafond de verre » à propos du Front National. Vous vous souvenez, Nicolas, on avait eu pas mal de discussions là-dessus, mais... Et ça, c'est une nuance très importante. Pourquoi ? Parce que je considérais que Philippot
était le plafond de verre. Parce que Philippot représentait pour le Front National une sorte de luxation. Il arrachait le Front National à son habitacle naturel d'extrême droite pour essayer de le brancher sur la gauche. Il mettait donc le Front National en porte-à-faux avec un électorat catholique sens commun traditionnel, avec un électorat de commerçants, d'artisans qui étaient effrayés par son programme social et par la remontée du SMIC, et il le mettait en porte-à-faux avec les épargnants, notamment les personnes âgées qui avaient un peu d'épargne, en proposant une sortie brutale de l'euro. Donc, de plus, comme il branchait le Front National, alors en revanche, il le dédiabolisait, ça certainement, en le chevènementisait, il le dédiabolisait. Mais il l'orientait à gauche, et donc il créait un phénomène d'égalité relative entre la droite et la gauche, de la ponction du Front National s'exerçait de façon plus égale sur les deux camps, et donc préserver la droite. Puisque ce qui est catastrophique pour la droite, c'est de voir une hémorragie de ses troupes partir vers l'extrême droite et la mettre en situation impossible vis-à-vis de la gauche. Et ça pousse évidemment une bonne partie de la droite à la collusion avec le Front National. Philippot était une arme contre ça. Et de ce point de vue-là, j'avais toujours estimé que Marion, maréchal Le Pen, avait une stratégie beaucoup plus adaptée que sa tante à la conquête des pouvoirs. Or, il faut constater que Philippot est parti et que progressivement, Madame Le Pen se rallie à une tradition, à une sensibilité, à une stratégie qui est proche de celle de sa nièce. Sur l'Europe, elle tient un discours irréel mais très positif en disant « nous sommes pour la coopération, en même temps nous sommes pour le souverainisme ». Évidemment, c'est complètement idiot, c'est d'imaginer que les États-Unis pourraient fonctionner s'il y avait un accord unanime entre les 50 États pour faire une politique commune, ce qui évidemment serait totalement absurde. Mais ça passe très bien. Ça passe très bien. On a à la fois l'Europe sans avoir les inconvénients de l'Europe. Donc, il y a un vrai danger. De ce point de vue-là, est-ce que Mélenchon représente un danger comparable? Je crois que si Mélenchon était puissant, ça équilibrerait le Front National. Mais, et on aurait une situation qui serait plus favorable à Emmanuel Macron. Mais je pense que quels que soient les efforts que fait Mélenchon pour gommer son attitude traditionnelle de soutien aux immigrés, il est là dans la nasse. Parce que le ferment révolutionnaire dans la France d'aujourd'hui, c'est l'islamisme radical. Madame Obono est un bon exemple de la sensibilité de ce côté-là de la France insoumise. Et s'il se coupe de cela, il est quand même dans une situation extrêmement délicate. Donc je crois qu'il aura énormément de mal à surmonter cette crise. Alors le problème pour Macron, c'est est-ce que nous sommes dans une situation comparable à l'Italie, où la conjonction des extrêmes peut mettre en minorité les forces du centre. C'est pas là, les institutions jouent dans l'autre sens, parce que les institutions font qu'il n'y a que deux candidats, parlons des présidentielles, qui est quand même la grande échéance, deux candidats possibles au second tour, et il faudrait imaginer que le président sortant soit devancé à la fois par la France insoumise et par le Front National. Ça paraît quand même assez délicat, mais il faut absolument que le président de la République, d'abord, reprenne les choses en main et redonne du dynamisme à ce corps central qui est pour l'instant un corps vide. Je vous remercie. Je vous propose que nous nous intéressions aux élections brésiliennes, puisque dans ce pays, 104 millions d'électeurs se sont exprimés dimanche dernier, à l'occasion d'élections à la fois législatives et présidentielles. Un scrutin qui vient après 4 ans de crise politique et institutionnelle, marqué par de nombreux scandales de corruption qui ont notamment abouti à l'emprisonnement de l'ancien président, Lula da Silva. Et dans le même temps, l'endettement du pays est passé de 51 à 77% de son PIB, tandis que son déficit devrait atteindre cette année les 7%. Le premier tour a confirmé la percée d'un député fédéral d'extrême droite encore inconnu il y a 4 ans, Jair Bolsonaro, arrivé largement en tête dimanche soir en recueillant 46% des suffrages exprimés.
Ce succès, salué par une hausse de 6% de la bourse brésilienne lundi, conforte la stratégie de Bolsonaro, qui a mené une campagne virulente contre les partis traditionnels, tout en promettant une libéralisation massive de l'économie et en évoquant une possible intervention de l'armée pour assurer l'ordre public. Face à lui, le candidat du Parti des travailleurs, Fernando Haddad, n'a pas su profiter de cette campagne pour sortir de l'ombre de l'ancien président Lula. Malgré le ralliement immédiat du candidat de centre-gauche, Ciro Gomes, dimanche soir, il apparaît comme le grand perdant de ce premier tour, qui le place plus de 15 points derrière Jair Bolsonaro, avec 29% des voix. Et tout au plus, Fernando Haddad pourra-t-il fonder quelque espoir sur le taux d'abstention, 20% au premier tour, qui pourrait peut-être renverser la tendance en fédérant les oppositions à l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Reste donc à savoir si la nostalgie de la dictature militaire exprimée à plusieurs reprises par Bolsonaro et ses multiples sorties misogynes et homophobes suffiront à mobiliser les électeurs des autres candidats et à mobiliser avec eux les abstentionnistes pour le second tour qui se tiendra le 28 octobre prochain. Sur cette question, Nicole Nesotto. Il y a quelques jours, l'écrivain italien Roberto Saviano, l'auteur de Gomorra, a lancé une cri d'alarme sur ce qu'il appelle l'urgence démocratique dans le monde. Comme si la crise de la démocratie libérale était une catastrophe politique aussi importante que les catastrophes naturelles qui se multiplient ces derniers temps sur la planète. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui au Brésil est bien sûr dû à des raisons brésiliennes, mais est aussi le signal de cette montée phénoménale des thèses et des comportements du populisme autoritaire dans l'Occident, dans les démocraties libérales, et que c'est à ce titre-là, aussi bien au titre national du Brésil, mais au titre de l'avenir de notre démocratie en Occident, ce qui se passe au Brésil est absolument fondamental. Vous l'avez dit, Philippe, donc ce personnage est absolument abominable. C'est d'ailleurs pas un nouveau venu dans la politique. Ça fait 27 ans qu'il est membre du Parlement, mais il a une espèce de désinhibition de la parole, en particulier sur les femmes, sur les homosexuels. Je donne un exemple, il a 4 garçons et une fille. Il explique que sa fille l'a fait dans un moment de faiblesse physique. Il attaque une députée qui a été torturée pendant des années en disant que malheureusement elle est trop moche pour être victime d'un viol. Enfin, des choses qui sont absolument incroyables. Et c'est pas simplement du Trump à la brésilienne, c'est un mélange, je crois, de Trump pour sa désinhibition verbale et d'Erdogan pour sa fascination de l'autorité militaire. Et donc, on peut évidemment s'interroger sur les raisons. Je vais le faire ou je laisse mes camarades le faire, mais ce que je voudrais essayer aussi, c'est de répondre aux 2 questions que vous avez posées à la fin. Est-ce qu'il peut gagner et que se passe-t-il s'il gagne? Moi, je pense qu'il peut gagner et même qu'il va gagner. Il a 46% des voix alors que les sondages lui donnaient 32%. Son opposant, Fernando Haddad, a 29% des voix. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il ait les 12% du centre plus les 20% d'abstentionnistes pour avoir une chance de gagner. La bourse ne le soutient pas. La bourse, vous l'avez dit, soutient complètement le candidat d'extrême droite. Et donc, on a... et en plus, il a gagné dans les élections locales. On n'en a pas parlé, mais il a gagné les 2/3 du Sénat. Il est passé de 8 à 52 députés. Donc son parti est maintenant le 2e parti du Parlement. Donc les institutions... Moi, je ne crois pas, de même que je ne croyais pas que les institutions américaines feraient rempart à la folie de Trump, je ne crois pas que les institutions brésiliennes, qui sont pas forcément plus solides que le Congrès américain, fassent rempart à la folie de Monsieur Bolsonaro. Et dernière question, que se passe-t-il s'il gagne? Moi, malheureusement, je vois qu'il y a tous les ingrédients d'une dictature militaire, comme on en connaissait avant les années 85. Pourquoi? D'une part, les milieux d'affaires le soutiennent et demandent des réformes structurelles, parce que vous l'avez dit, la crise économique est majeure depuis 2010. Le chômage est passé de 11% à 17% en quelques années. Deuxièmement, parce qu'il a promis de privatiser, en particulier 20% des industries brésiliennes pour réduire la dette, que troisièmement, ces réformes seront très impopulaires, donc il va y avoir des mouvements sociaux très importants, et donc quatrièmement, comme il a dit qu'il mettrait des militaires au gouvernement, il fera appel à l'armée pour maintenir le calme et activer et mettre en œuvre ces réformes structurelles. Donc moi, je pense que les perspectives sont très négatives, il peut gagner, et avec lui, une dictature militaire. C'est pour ça que je reviens à mon urgence démocratique du début. Je crois qu'il est urgent que l'on s'occupe
de ce qui se passe aujourd'hui dans les démocraties libérales. Nicolas Bavrez. L'enjeu, c'est bien la démocratie au Brésil. C'est vrai que le résultat est à la fois spectaculaire et inquiétant. On l'a dit à la fois pour la présidentielle, mais également pour le Parlement au Brésil. Alors, quelles sont les raisons et quelles sont les conséquences possibles ? Donc, les raisons... On a rappelé la crise économique, on a raison, puisque pour le Brésil, ce qui s'est passé dans la décennie 2010, c'est pire que ce qui s'est passé dans les années 30, c'est-à-dire une chute qui est plus importante encore du PIB de plus de 7%, alors que c'était autour de 5% entre 29 et 33. Il y a eu évidemment un impact sur la classe moyenne, mais les deux raisons fondamentales, et je crois qu'il faut les dire clairement, c'est le problème de la sécurité, 60 000 homicides par an, 7 parmi les 20 villes les plus dangereuses du monde se trouvent aujourd'hui au Brésil. Et la deuxième raison, c'est la corruption. Et là, le Parti des travailleurs a clairement une responsabilité énorme, puisque il est évidemment pas le seul, mais il était au pouvoir, et comme tout parti au pouvoir, il en a bénéficié plus que d'autres. Et les deux scandales, il y a deux grandes entreprises, Petrobras et Odebrecht dans la construction, qui ont montré que non seulement au Brésil, mais dans tout le continent sud-américain, ces entreprises ont corrompu des dirigeants politiques et des fonctionnaires. Et les Brésiliens ont quand même découvert que leur pays était une machine à exporter la corruption. Et la corruption, ça, comme l'insécurité, ça détruit la démocratie et ça détruit la liberté. Alors, suite maintenant, il est vrai que sans doute M. Bolsonaro va gagner. Il va gagner aussi à cause de la faiblesse de son opposant, puisque M. Haddad est apparu comme l'homme de paille de Lula, et maintenant il faut qu'il essaye de trouver une existence propre, ce qui va être très compliqué. Et puis il faut bien reconnaître que en défendant le Venezuela de M. Maduro, ou en expliquant qu'il va gracier Lula s'il arrive au pouvoir, il se met pas vraiment dans une position pour capter les abstentionnistes ou les électeurs centristes. Ça pose ensuite trois problèmes. Ce qu'on a dit, le problème des hommes forts, du Brésil jusqu'à Trump. Le problème du mouvement qu'on voit par exemple aux Philippines, c'est-à-dire que c'est l'inverse des années 80-90 où on était allé vers la liberté. Là, on va clairement vers l'autoritarisme. Et la dernière chose qui s'applique aussi à nous, c'est que les problèmes de sécurité sont centraux. Donc la sécurité, la lutte contre la corruption, la croissance inclusive, il n'y a pas qu'au Brésil que c'est une priorité. Marc-Olivier Padis. Alors, brièvement, trois questions. D'abord, le candidat Bolsonaro peut-il gagner ? Vous avez donné les éléments de l'analyse électorale. J'ajoute juste un point, c'est que au Brésil, le vote est obligatoire. Et par conséquent, avoir 20% d'abstention dans un contexte où le vote est obligatoire, c'est énorme. Et il faut savoir que quand vous vous abstenez, ça veut dire que vous recevez une amende par la poste et que si vous ne payez pas cette amende, par exemple, pour un jeune, vous n'avez pas le droit de passer votre permis de conduire, etc. Donc c'est quand même des choses très contraignantes. Donc c'est un vrai choix de ne pas aller voter. Et donc c'est plus difficile de faire les calculs parce qu'il n'y a pas de mobilisation différentielle, ou en tout cas ça ne fonctionne pas de la même façon dans le cas du vote obligatoire. Deuxièmement, question, est-ce que on est, Nicole parlait du péril démocratique, la montée des hommes forts, est-ce qu'on est dans un cas exemplaire d'une série plus large qui va de Trump à Erdogan? Alors, c'est vrai qu'on voit, l'exemple d'un affaiblissement des normes de civilité du débat public, qui s'observe aussi par ailleurs, mais il y a aussi des éléments locaux très très forts, Nicolas l'a dit notamment sur la corruption, qui fait que la majorité des Brésiliens n'adhèrent pas, évidemment, au programme de Bolsonaro, ils n'adhèrent pas, à ces écarts de langage, mais ils l'utilisent comme un bélier pour renverser une classe politique corrompue, y compris dans les partis de droite conservatrice, et ce qui fait que la seule alternative disponible, c'est malheureusement cette personne. Mais troisième question, c'est quelle est la solidité des institutions? C'est-à-dire, est-ce que, du coup, c'est l'aventure ou pas? Alors, il faut noter que même si, effectivement, il a 52 députés, c'est 52 sur 513, et par conséquent, les Brésiliens vont connaître ce qu'on appelle localement le présidentialisme de coalition, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même s'allier avec d'autres partis, trouver tout un système. Donc c'est assez compliqué. Mais ce que je voudrais souligner,
c'est que on ne sait pas si les institutions démocratiques brésiliennes sont suffisamment fortes. Elles sont assez récentes puisque la démocratie est revenue au milieu des années 80. Ce qui est sûr, c'est que c'est un pays à l'économie structurellement fragile parce que c'est un pays qui dépend énormément de ses exportations, notamment exportation de matières premières, de ressources naturelles, le pétrole, le minerai de fer, le café, le tabac, le sucre. Et donc, il est soumis aux aléas du marché des matières premières, qui est cyclique. Et donc, quand on est en bas de cycle, comme ça s'est passé en 2013-2014, eh bien, le pays connaît une récession extrêmement brutale, avec des effets sur la pauvreté et le mécontentement général qui sont forts. Jean-Louis Bourlange. Oui, c'est quand même absolument affligeant. Moi, ici, j'avais parlé à plusieurs reprises j'avais un slogan tout à fait simple sur l'Amérique latine, c'était Chavez no, Lula si. Parce que je trouvais formidable la politique de Lula qui consistait à vraiment mener une politique sociale, à faire reculer la pauvreté, tout en respectant les règles fondamentales du FMI, de la sagesse budgétaire. Je croyais qu'il y avait là, c'était évidemment porté par une conjoncture très favorable en matière de prix des matières premières, du soja, etc. Mais il y avait quand même là quelque chose de miraculeux. Et le miracle s'est totalement effondré. Nous sommes dans une situation où on a Chavez d'un côté sous la forme de Maduro et nous avons une extrême droite. Et une extrême droite, la question n'est pas peut-il perdre, peut-il gagner, c'est peut-il perdre. Et la réponse est non. Sur la base des résultats du premier tour, peut-être un miracle providentiel se produirait-il, mais la logique absolue, c'est que cet homme sera le futur président de la République brésilienne, point final. Et donc, on est dans quelque chose d'atroce. Alors, le programme, l'individu est absolument terrifiant. C'est une personnalité redoutable. Nicole a rappelé un certain nombre d'éléments. On est vraiment en face de quelque chose de très pénible. Mais qu'est-ce que ça signifie par rapport à l'évolution générale du monde vers la fragmentation, l'autoritarisme, la xénophobie? C'est évidemment un élément central. Notre ami italien brandit l'étendard de la révolte, mais là on voit bien ce qui se passe. L'étendard de la révolte, tant qu'il est brandi par des gens de gauche, ce qui est très bien, c'est insuffisant. Aujourd'hui, ce qui se passe au Brésil, et on comprend bien pourquoi, ce n'est pas un phénomène de type péroniste, c'est-à-dire le peuple contre les élites à travers une dictature autoritaire, démagogique, qui aboutira d'ailleurs à des désastres économiques. C'est l'alliance très différente d'un populisme d'un côté d'extrême droite et des milieux d'affaires. Parce que les milieux économiques en avaient assez de la façon dont était géré le Brésil, et ils soutiennent cela comme, c'est un peu l'ordre du jour, comme le patronat allemand a soutenu à un moment qui n'était pas nazi, a soutenu le nazisme, comme l'école de Chicago a soutenu Pinochet au Chili, et donc on a une alliance absolument terrifiante d'une droite libérale qui devrait aller ailleurs, et de cette droite populiste. Moi, je trouve que là, nous sommes en présence de quelque chose de terrible, et qui explique, je crois, largement l'inquiétude exprimée par le président de la République française à l'ONU. Le monde est en train véritablement de changer de base. Nicole Niceto ? Oui, complètement d'accord. Juste une formule. Je crois qu'au Brésil, c'est Nicolas qui en a parlé, là, le triangle explosif, c'est corruption, insécurité, inégalité. En Europe, on n'a pas exactement le même triangle, mais on a aussi un mélange explosif qui est récession, réfugiés, inégalité. Et ensemble, les deux, dans ces deux grands ensembles, pour l'instant démocratiques et libéraux, on est soumis exactement à la même crise mortelle. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je l'ouvrirai en vous indiquant que la semaine prochaine, nous consacrerons une émission thématique à l'Arménie. À l'Arménie parce que ni la mort de Charles Aznavour, ni la tenue du sommet de la francophonie ne doivent faire oublier qu'il s'est passé en mai dernier un changement politique extrêmement intéressant et pour une fois
positif en Arménie, que ce changement mérite d'être mis en lumière, et ses conséquences et ses fragilités, notamment parce qu'il modifie les équilibres politiques à l'intérieur de la région, méritent d'être regardés. Donc de la même manière que l'année dernière, vous nous aviez suivis sur un autre petit pays mal regardé, mal connu, c'est-à-dire le Portugal, j'espère que vous nous suivrez la semaine prochaine pour cette émission sur l'Arménie. Je rappelle aussi que c'est le site Le Nouvel Esprit Public sans séparation.fr qui vous permet de prendre connaissance de tous nos projets, de toutes nos réalisations et de nous soutenir. Nicolas Bavrez. Je voulais recommander la lecture du livre de Dominique Schnapper, paru chez Gallimard, La citoyenneté à l'épreuve, la démocratie et les Juifs. C'est un peu la suite de sa réflexion sur la communauté des citoyens. Et donc, c'est un parcours historique qui permet de montrer la fragilité de la démocratie aux différentes périodes de l'histoire et de montrer comment la situation des Juifs est une sorte de baromètre de la santé de cette démocratie. Et ça nous ramène à un certain nombre des thèmes de cette émission, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le renouveau de l'antisémitisme en France et dans un certain nombre de démocraties témoigne des difficultés du moment et du fait que la liberté politique est de nouveau aujourd'hui menacée. Marc-Olivier Padis. Parmi les livres importants de la rentrée, j'ai lu le livre de Pierre Rosanvallon qui s'appelle « Notre histoire intellectuelle et politique », paru au Seuil. C'est un livre assez atypique dans la production de Pierre Rosanvallon, dans la mesure où il s'exprime ici à la première personne. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il raconte son parcours, évidemment intellectuel et politique, et ce faisant, il éclaire des éléments d'histoire de la deuxième gauche, d'abord importante dans les années 70 et début des années 80. C'est une histoire qui a été peu racontée, autant on dispose sur l'extrême gauche de multiples témoignages et livres d'histoire, mais sur la deuxième gauche, il y a peu d'ouvrages de témoins directs. Ensuite, il explique pourquoi il a eu le sentiment de devoir se consacrer à un travail intellectuel et historique de plus grande ampleur qu'il a mené à travers tous ses livres. Et enfin, dans un troisième temps, il montre aussi les transformations de la scène intellectuelle dont il a participé entre la fin de la Fondation Saint-Simon et la création de la République des idées. Merci Nicole Nisotto. Alors, j'avais déjà parlé à ce micro d'Emmanuel Bove, qui est un auteur de l'entre-deux-guerres un peu oublié, mais il se trouve que les éditions de L'Arbre Vengeur, et j'adore ce titre de la maison d'édition, viennent de ressortir son premier roman, qui s'appelle Mes Amis, qui est sorti en 1924 grâce à Colette, qui avait trouvé ce texte formidable et qui l'a aidé à le faire publier. Et c'est vraiment de la littérature pure, découpée absolument de toute l'histoire intellectuelle de la France. Et c'est un roman absolument tragique, mélancolique et gai en même temps sur un homme qui n'a pas d'amis, qui meurt d'envie d'avoir des amis, qui croit que tous les gens qu'il rencontre et qui lui font un sourire deviennent ses meilleurs amis et qui se retrouve à chaque nouvelle aventure encore plus seul qu'avant. C'est absolument superbe, avec une langue d'une précision tout à fait exceptionnelle. Merci Jean-Louis Bourlange. Oui, encore une contribution à l'histoire du macronisme, si je comprends bien. Moi, j'aurais bien aimé parler des deux livres précédents, mais je les ai pas terminés, donc je reviendrai, le livre de Dominique Schnapper et le livre de Rosanvallon. Alors, je vais exprimer une brève qui est en forme de remords, parce que Philippe Huberdeau avait fait paraître il y a quelques mois à la documentation française un petit livre dont le titre me paraît quand même très actuel, La construction européenne est-elle irréversible? Et je n'en avais pas parlé, et je trouve que la question est aujourd'hui posée. J'ai jusqu'à présent cru qu'elle ne le serait pas, qu'elle ne l'était pas. Maintenant, elle l'est. C'est un livre qui a un petit décalage par rapport à maintenant, mais qui fait quand même le point des grands enjeux critiques de l'Union européenne. Et je pense qu'au moment où les élections européennes vont être un moment de vérité pour l'histoire même de la reconstruction de l'Union sur le continent, il est essentiel d'avoir des documents d'information et de réflexion de ce type avant d'aller voter. Je vous remercie. J'ajoute en loose day que comme le film formidable de Jacques Audiard, Les Frères Sisters, remet le western au centre de nos plaisirs, il faut se souvenir que le western, c'est aussi, et c'est même souvent d'abord des romans. Et parmi ces romans, il y a une collection chez Actes Sud, il y a une collection qui est consacrée au western, et la dernière publication, c'est le livre d'Alain Lemay, Le vent de la plaine, qui est un western absolument terrible, dans lequel une pauvre famille, les familles Zacharie, voit arriver vers elle
tous les malheurs du monde, les malheurs climatologiques, les malheurs du voisinage et évidemment l'hostilité des Indiens. Ça s'appelle Le vent de la plaine, Alain Lemay. Toutes les références de ce que nous avons recommandé dans ces brèves se trouvent évidemment sur notre site. Je voudrais remercier Benoît Heurtel avec qui cette émission est préparée. Elle est enregistrée au studio L'Arrière-Boutique de Maxime Olivier et Thibaut Delage. Elle est produite par Nouvelles Écoutes et Julien Neuville. N'oubliez pas d'aller voir sur notre site comment contribuer et faire contribuer à notre campagne Kiss Kiss Bank Bank. Notre site, c'est Le Nouvel Esprit Public sans séparation.fr et je voudrais que mes camarades cessent de rire parce que je fais la quête et que j'ai l'impression d'avoir fondé un ordre mendiant, car il faut que nos auditeurs n'oublient pas que cet ordre mendiant n'aura plus de sébile dans 9 jours. Et donc, n'hésitez pas à contribuer. Merci et à la semaine prochaine pour cette émission thématique consacrée à l'Arménie, au cours de laquelle nous recevrons Michel Marian, qui reviendra d'ailleurs d'Erevan et du sommet de la francophonie.